Bonjour à tous, c'est Effervescience, le magazine du CNRS Images et de Synapse Télévision. Cette fois-ci, notre invité est Guillaume Lecointre. Bonjour. Bonjour. Guillaume Lecointre, nous sommes au Muséum d'Histoire Naturelle. C'est là où vous avez votre bureau et nous sommes dans votre bureau. Alors, on peut dire que vous êtes professeur dans ce muséum, et chercheur en même temps et chercheur en systématique. Vous êtes un systématicien. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait d'être systématicien? Est-ce que ça veut dire que vous classez les espèces? Oui, c'est cela. La systématique, c'est ce qu'on appelle la science des classifications. Elle se propose de rendre les êtres vivants compréhensibles, intelligibles, dans leur grand foisonnement, à travers une classification. Alors, votre axe principal, c'est d'essayer de trouver des apparentements entre les êtres vivants et au fond des cousinages. Autrefois, on disait toujours, on va chercher les ancêtres, et quand on parlait de la théorie de Darwin, on disait les ancêtres communs aux singes et à l'homme. Et maintenant, quand on examine ce que vous avez fait, que vous faites comme travail, c'est plus des cousinages que des parentements que vous essayez de connaître. Les classifications, aujourd'hui, elles se proposent de tenir compte, et exclusivement compte, des degrés relatifs d'apparentement entre les espèces. On cherche qui partage quoi avec qui, et à partir de ces partages, la théorie de l'évolution nous enseigne que le partage est le témoignage d'un ancêtre commun, hypothétique bien sûr. Le qui partage quoi avec qui nous renseigne sur qui est plus apparenté à qui. Alors en fait, pour savoir ce qu'il en est de l'apparentement, vous avez, pour essayer de lire cet apparentement, un certain nombre de critères. Alors ce qui m'a frappé, c'est que ces critères peuvent être jugés de l'extérieur, par quelqu'un qui n'y connaît rien, comme arbitraires. Par exemple, avoir un bec ou ne pas avoir un bec. Par exemple, avoir une mandibule de telle ou telle façon, ou ne pas avoir de mandibule. Par exemple, etc. Alors expliquez-moi pourquoi on choisit tel ou tel critère pour essayer de fixer les apparentements. Eh bien, il faut remonter à Darwin pour ça. En 1859, Darwin nous propose un mécanisme de l'évolution, un mécanisme par lequel les espèces se transforment, et il en tire toutes les conséquences. Les espèces se succèdent dans le temps et ne se ressemblent pas. Les générations aussi, d'ailleurs, elles se succèdent dans le temps et ne se ressemblent pas. Des parents lèguent à leurs descendants leurs attributs, modifiés ou non. Et c'est sur ces attributs que nous retrouverons aujourd'hui, partagés par des êtres vivants qui pourtant ne se croisent plus entre eux, hein, vous êtes d'accord, un chat et un chien ne font pas de petits ensemble, et pourtant on peut bien voir chez eux des attributs communs. Eh bien, ces attributs sont ceux qui, lorsqu'ils sont partagés par des espèces qui ne se croisent pas, doivent être conçus comme ayant été légués par des ancêtres communs. D'où cette idée que les classifications se font aujourd'hui sur le partage de plusieurs attributs communs des espèces qui ne se croisent pas. Darwin nous a enseigné cela, mais il ne nous a pas dit comment faire. Et au XXe siècle, eh bien, on arrive à trouver une méthode qui, au lieu de prendre les espèces, on va dire dans leur globalité, leur ressemblance globale, un crocodile ne ressemble pas à un oiseau, il ressemble plutôt à un lézard quand on le regarde de loin. Eh bien, plutôt que de regarder la ressemblance globale, on s'intéresse à des attributs nombreux, et c'est la multiplicité des attributs qui va aboutir à un arbre, et l'arbre va nous dire quels sont ceux des attributs qui sont discriminants sur le plan de l'apparentement. Alors, pour revenir à notre crocodile, il se trouve que quand on regarde un arbre d'apparentement, qui ressemble à un buisson d'ailleurs, il n'y a plus de tronc central, c'est vraiment l'image d'un buisson. Alors, attendez, je vous interromps là, il n'y a plus de tronc central, ça signifie qu'en fait, on ne peut pas dire que l'homme est au sommet d'un arbre et au sommet, au fond, d'une théorie de l'évolution où lui, être pensant et intelligent, serait au-dessus du singe, qui lui-même serait au-dessus du poisson, qui lui-même, etc. C'est pas du tout ça. Non, parce que ce tronc mélange un discours de valeurs et un discours de faits. Les raisons pour lesquelles l'homme est en haut tient beaucoup plus à des questions de la valeur que l'homme se donne à lui-même au sein de la biodiversité, de la diversité du vivant, plutôt qu'à une question de partage d'attributs. Si on regarde seulement les partages d'attributs, l'image n'est pas un arbre avec une culmination de l'homme en son sommet, avec un tronc central. L'image est plutôt un buisson où toutes les espèces sont au même niveau, et le buisson nous raconte qui partage quoi avec qui. Cet arbre, c'est comme ça qu'on le dessine au XIXe siècle. Un chêne gigantesque dont chaque rameau représente une espèce ayant habité la Terre à un moment donné. Là en bas, les espèces les plus primitives. Et tout en haut, moi. Seulement, ce grand chêne raconte une histoire fausse. Le problème, c'est le tronc.
Cette direction privilégiée, qui aboutit à mettre les uns en haut et les autres en bas, n'a aucune justification objective. L'arbre de la vie, il faudrait le dessiner plutôt comme ça. Un buisson sphérique, sans tronc aucun, qui ne pousse pas vers le haut, mais dans tous les sens. À la place d'un chêne, on se retrouve avec un buisson taillé en boule. Voyons ça de plus près. Les branches qui s'arrêtent en chemin représentent les espèces disparues. Ici, l'iguanodon. Là, le diplodocus. Celles qui atteignent la périphérie représentent les espèces qui vivent aujourd'hui. Ici, la truite saumonée. Là, le caniche à poil ras. Là-bas, le géranium. Et ici, moi. Voilà. Au lieu de trôner comme autrefois au sommet de l'arbre du vivant, je me retrouve au bout d'une branche banale, comme une vulgaire crevette. C'est légèrement embarrassant, mais tout ça parce que les scientifiques, depuis un siècle ou deux, se sont mis en tête de me traiter comme une espèce ordinaire. Faut pas être choqué du fait que les scientifiques, voyant l'homme comme faisant partie du monde réel, les méthodes qui servent à placer l'homme parmi les vivants, c'est la même méthode que celles qui servent à placer une crevette ou un ver de terre. C'est une égalité de traitement en termes de méthode et pas une égalité de valeur. La science ne s'exprime pas sur le champ des valeurs. Je reviens sur notre crocodile. Donc on laisse de côté l'aspect global et on s'intéresse aux attributs qui parlent d'apparentement. Eh bien, il se trouve qu'un crocodile, plutôt que d'être apparenté au lézard, à qui il ressemble de loin, c'est une fausse ressemblance, c'est une ressemblance trompeuse. En fait, le crocodile est plus proche des oiseaux qu'il ne l'est du lézard en termes d'apparentement. Il y a quelques attributs communs. On prendra comme exemple le fait d'avoir cette mandibule perforée. Sur le squelette de la mandibule, en position latérale, il y a une ouverture qu'on trouve chez les crocodiles, chez tous les oiseaux, 10 000 espèces d'oiseaux, et entre les deux, entre nous, des fossiles, tous les dinosaures, par exemple, ont cette fenêtre. On trouve aussi le gésier, qui est cette partie de l'œsophage musculeuse. Le gésier, donc, est partagé par crocodiles, dinosaures, oiseaux. Ça peut sembler arbitraire, mais c'est l'arbre qu'on aura reconstruit par sa cohérence globale qui, au final, nous dira quels sont ceux des attributs qui nous parlent, effectivement, d'apparentement. Guillaume Lecointre, alors on peut dire que vous avez appliqué votre travail de systématicien aux poissons modernes, les téloestéens, et vous avez été, au pôle pour savoir ce qu'il en était et comment se fonctionnaient ces poissons, et pour les observer. Ils constituent la moitié des espèces des vertébrés. Oui, les téléostéens... c'est quelque chose comme 26 000 espèces. L'ensemble des vertébrés, c'est 52 000, ça fait la moitié. Nous avons un œil très attentionné à l'égard des animaux terrestres, parce que nous sommes des animaux terrestres, mais on oublie un petit peu trop souvent d'aller regarder des espèces qui vivent dans des milieux qui nous sont hostiles, notamment les eaux très froides antarctiques. Là, vous avez quelques exemples là, qui sont sur le bureau, là. Voilà, les téléostéens, donc des poissons dits modernes. Alors ceux-ci vivent dans les eaux très froides antarctiques. Ça constitue un petit peu un mouchoir de poche évolutif, c'est-à-dire que les téléostéens, c'est beaucoup d'espèces, mais ceux qui peuvent vivre dans des eaux très froides, sur le pourtour du continent antarctique, dans des eaux qui peuvent être entre 0 degrés Celsius et moins 2 degrés Celsius, je vous rappelle que l'eau de mer ne gèle qu'à moins 2, eh bien, il y en a qu'un tout petit nombre d'espèces. Ils sont à peu près 200 espèces à pouvoir vivre dans ces eaux-là. Et une des caractéristiques majeures de ces animaux, c'est le fait d'avoir des protéines antigel dans le sang, c'est-à-dire que comme leur température interne est la même que celle de l'eau de mer, ce qui fait que quand l'eau de mer est à moins 1, les liquides internes de ces animaux sont à moins 1. Ils risquent de geler. Et ceux qui ont survécu là ont, en quelque sorte, sur le plan de l'évolution, acquis des protéines particulières qui bloquent la formation des cristaux de glace dans le sang. Et c'est l'évolution de ces animaux que je me suis proposé, avec mes collègues, d'aller étudier sur le pourtour du continent antarctique. Alors Véronique Kleinert a été avec vous en Antarctique et elle a filmé l'éléphant de mer et le manchot qui s'adaptent. Voilà un éléphant de mer. C'est un jeune mâle, il est en train de terminer sa mue. L'éléphant de mer appartient à un ordre de mammifères qu'on appelle les carnivores, avec les chiens, les chats, les ours, les belettes, etc. Alors l'adaptation à la vie marine, on la constate ici
chez l'éléphant de mer avec un corps en forme d'obus, des membres antérieurs en palette natatoire et des membres postérieurs déjetés vers l'arrière. Chez les oiseaux, là, nous avons les manchots qui présentent exactement les mêmes analogies, les mêmes adaptations au milieu, à la vie marine. Donc, les membres antérieurs, c'est-à-dire les ailes, transformées en palette natatoire, et les membres postérieurs déjetés vers l'arrière. Le corps également en forme d'obus. En fait, l'adaptation à la vie marine s'illustre ici par ces analogies à partir de deux origines différentes. Dans un cas chez les oiseaux, dans un autre chez les mammifères, on a la même forme générale du corps qui résulte des contraintes du milieu marin. Guillaume Lecointre, pour autant, on ne veut pas dire que toutes les espèces s'adaptent aussi facilement et qu'on puisse penser que, quoi qu'il arrive, les espèces s'adaptent et que ce soit fantastique. Il y a quand même des problèmes. Oui, l'adaptation n'est pas une idée panglossienne où tout serait au mieux dans le meilleur des mondes. C'est pas ça. L'adaptation, c'est une vraie hypothèse de base qui se teste et on peut voir des maladaptations, voire des désaptations. Il se passe des choses chez les organismes qui ne correspondent pas nécessairement à des améliorations dans des conditions de vie dans leur milieu. On cite souvent l'appendice, par exemple. On a un petit appendice à un endroit précis de notre intestin qui serait en quelque sorte une relique, et cette relique, de temps en temps, elle s'infecte. Et ça donne l'appendicite. Ça donne l'appendicite, exactement. Pour revenir à l'Antarctique, on a pu montrer que même si certains de ces animaux perdent par exemple leurs hémoglobines, leurs pigments rouges du sang, parce que l'oxygène très riche dans ces eaux de mer antarctiques diffuse passivement dans les tissus. Certains d'entre eux perdent même les réservoirs à oxygène du cœur, les myoglobines cardiaques, et on a pu montrer qu'entre ceux qui les perdent et ceux qui ne les perdent pas, en empoisonnant expérimentalement les myoglobines cardiaques des poissons des glaces qui les ont gardés, ceux qui les ont gardés, eh bien, le cœur a un débit inférieur, c'est-à-dire que pour ceux d'entre eux qui les ont gardés, la perte de fonction correspond vraiment à un déclin de la performance de l'organe. Ce qui permet de dire que ceux qui les ont perdus ne les ont pas perdus parce qu'ils ne s'en servaient pas. Leurs groupes frères qui les ont s'en servent bien, la preuve. Ceux qui les ont perdus de manière fortuite, mais c'est une tolérance en quelque sorte. C'est pas vraiment une adaptation, c'est une tolérance, une perte tolérée dans le milieu où on est parce qu'il y a beaucoup d'oxygène dans l'eau de mer. Voilà. Guillaume Lecointre, on peut dire que maintenant vous avez de grands chantiers qui vous permettent d'appliquer la théorie de l'évolution de Darwin. J'ai envie de vous dire jusqu'où vous appliquez cette théorie de l'évolution et en quoi, par exemple, le programme génétique, quand on réfléchit à la notion de programme génétique, ça peut éventuellement être une notion darwinienne. À l'orée du XXIe siècle, on peut identifier 4 ou 5 grands chantiers de cette grande construction qu'est notre théorie générale, la théorie de l'évolution contemporaine. L'un de ces grands chantiers consiste précisément à réviser cette notion de programme. Programme, il faut bien voir que c'est une métaphore. Elle est un peu malheureuse parce que le programme génétique nous laisse avec l'idée que tout ce qui fait un organisme en 3 dimensions, dans toute la complexité d'un organisme, serait écrit in extenso dans un programme dont chacune des actions serait prévue à l'avance. Quand on dit programme, il y en a même qui vous disent il y a un programmateur. En fait, c'est pas vraiment cela. L'ensemble des gènes, ce qu'on appelle le génome, est au moins autant le produit de l'évolution que ce qu'il est censé contrôler, et qu'il y a une liberté extragénétique, si je peux dire, très forte, et qui néanmoins conduit à des phénomènes reproductibles. Si on voit des chats faire des chats, des chiens faire des chiens et des girafes faire des girafes, c'est pas tant que le chat et le chien sont par essence écrits dans un programme, c'est qu'il y a des phénomènes postérieurs à l'expression du génome qui sont, par un mécanisme de variation et de sélection, reproductibles. Il faut, dans le développement de l'individu, incorporer une liberté cellulaire qui inclurait vraiment le phénomène variation-sélection, alors que jusqu'à présent, au XXe siècle, le programme génétique était mécaniste et déterministe. On était absolument déterminé par ces gènes. Évidemment, alors, ce qu'on appelle l'épigénétique est importante, la liberté cellulaire dont j'ai parlé, mais également dans le développement de l'individu, l'environnement a un rôle à jouer, bien entendu. Alors votre collègue Kupiec, lui, a travaillé sur la notion de hasard au niveau cellulaire. On a lu le génome, puis on s'aperçoit qu'on n'a toujours pas compris. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on dit ? On dit on va passer au protéome, c'est-à-dire en gros, on va faire la même chose.
on va décrire de manière exhaustive toutes les protéines d'une cellule et toutes les interactions dans lesquelles elles sont impliquées. Et ça va nous donner l'explication. On croit que ça, c'est la clé méthodologique qui va nous permettre de comprendre comment fonctionne une cellule et par là même un être vivant. On a découvert énormément de protéines impliquées dans les phénomènes, mais quand on a regardé leurs propriétés physiques d'interaction avec d'autres protéines, au lieu de trouver qu'elles étaient spécifiques d'une ou d'un petit nombre à la rigueur d'autres protéines, comme c'était attendu par la théorie, on s'est aperçu qu'elles sont capables d'interagir avec une multitude de protéines. Or, la conséquence immédiate de cet état de fait, c'est que le hasard, qui a été éliminé de tous les modèles biologiques, il serait introduit directement au cœur même de la construction du vivant. Hasard, donc variation des cellules entre elles, et même des protéines entre elles, puis sélection, c'est le modèle central de la théorie darwinienne de l'évolution. D'aucuns ont dit que la biologie contemporaine n'était pas complètement darwinienne. Eh bien, l'un de ces chantiers du XXIe siècle consisterait à faire une biologie darwinienne jusqu'au cœur des cellules, c'est-à-dire que la biologie cellulaire et la génétique moléculaire s'emparent des outils intellectuels que Darwin nous avait légués. Alors, Guillaume Lecointre, c'est assez étonnant parce que vous avez des chantiers nouveaux où le darwinisme s'investit et en même temps, il y a une remise en cause très importante du darwinisme, alors qui vient d'abord des États-Unis, évidemment, mais pas seulement des États-Unis. Le premier exemple qu'on pourrait prendre, c'est ce Turc, Harun Yahya, qui, avec l'appui d'un certain nombre d'Américains, a fait envoyer à des milliers d'élèves et à des milliers de professeurs, à des milliers d'enseignants, des atlas de la création, à la fois des professeurs de sciences de la nature, à la fois des professeurs de philosophie. En fait, c'est un ouvrage créationniste et qui a pour objectif de promouvoir le Coran avec l'idée, il y a un dessein intelligent de Dieu qui explique comment les espèces sont ce qu'elles sont, et en conséquence, on ne peut pas accepter la théorie du darwinisme. Alors ça, c'est une opposition un peu simple, mais elle a eu lieu partout, et c'est une offensive quand même extrêmement forte actuellement. Oui, je crois que ce qu'il faut dire à son sujet, c'est que les négations du darwinisme, ou les critiques dont on peut voir qu'elles ne sont pas toujours bien renseignées, elles proviennent du dehors du monde des sciences. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des parties des sociétés occidentales ou orientales qui n'acceptent pas un résultat particulier de la science ou une production intellectuelle particulière des sciences qu'est la théorie de l'évolution contemporaine. En fait, ce mécanisme central, il est toujours valable et il angoisse beaucoup de gens parce qu'elle nous montre qu'il n'y a pas dans l'analyse scientifique de la nature de destin. C'est-à-dire, il n'y a pas de destin. La variation propose, le milieu dispose. Comme on ne sait pas de quoi demain le milieu sera fait, eh bien, on ne sait pas prévoir sur un moyen terme ou un long terme ce que sera l'avenir de l'évolution d'une espèce. Guillaume Lecointre, alors, il n'empêche qu'il y a quelque chose de subtil chez les créationnistes, enfin chez certains créationnistes, qui vise à dire bon, écoutez, d'accord, on va vous laisser la question de l'évolution du côté de la science. Mais nous, de façon symétrique, on peut dire que tout ce qui concerne, au fond, la naissance des espèces, l'origine des espèces, il y a un dessein intelligent qui est à l'origine de cette évolution. Et comme ça, on fait moitié-moitié. La science d'un côté et, au fond, la croyance de l'autre. Le dessein intelligent, c'est le retour promu par des think tanks, des boîtes à idées conservatrices américaines, c'est le retour de la transcendance en tant qu'explication scientifique. Ce à quoi nous avions renoncé, nous, scientifiques, depuis 200 ans. Depuis 200 ans, par contrat, les scientifiques se sont dit « nous n'allons plus expliquer la nature qu'avec les seules ressources de la nature, et ceci par voie expérimentale ». Ça date, c'est pas du tout d'un coup, mais on peut dire grosso modo, ça se stabilise autour du XVIIIe siècle. Ce que veulent les Américains avec leur intelligent design, enfin certains Américains, c'est pas tous bien sûr, certains think tanks conservateurs américains, ce que veut Harun Yahya, c'est finalement soit nier la science dans le cas d'Harun Yahya, dans ses productions, soit en quelque sorte réinvestir la science en faisant comme si elle pouvait incorporer dans ses explications une transcendance. Ça n'est ni plus ni moins que la confusion entre la science et la théologie. L'intelligent design, qu'est-ce que c'est ? Le dessin intelligent, donc qu'est-ce que c'est ? C'est la théologie naturelle du théologien anglican William Paley. Cette théologie, elle est bien identifiée, elle date de 1802, dans un des fameux livres de William Paley, mais rhabillée aujourd'hui
rhabillé en science à travers des emprunts à la biologie moléculaire, à la biochimie et à la biologie cellulaire. On vous ressort les vieux arguments théologiques de la perfection de la forme d'un œil pour remplir une fonction qui est de voir, et de magnifier cette adéquation entre les formes et les fonctions pour vous émerveiller et en quelque sorte susciter une adhésion à la gloire du Créateur. Pour bien placer la science par rapport à la religion, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'au fond, c'est comme une opposition entre science d'un côté et idéologie de l'autre ? C'est ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que les scientifiques ont comme métier de produire des connaissances dites objectives. Comment deviennent-elles objectives ? En se donnant la possibilité de reproduire des expériences entre collègues. C'est-à-dire que ce que j'affirme, un collègue va pouvoir le tester, même s'il est à l'autre bout du monde, grâce à une expérience sur le monde réel. Donc voilà, il y a une dimension réellement collective de la construction des savoirs scientifiques. Par contrat, on s'arrête au monde physique, on s'arrête aux faits, on s'arrête à ce qui est expérimentable. Mais au-delà de cela, notre profession n'a pas pour vocation de s'énoncer sur le terrain métaphysique. Chacun chez soi, effectivement, est libre à l'échelle individuelle d'opter pour une métaphysique particulière. En aucun cas, cette option, ce choix individuel qu'on aura fait, ne mérite le statut de connaissance objective. Or, vous reconnaîtrez tous les créationnismes et les spiritualismes sophistiqués que nous avons en France, vous les reconnaîtrez tous à ce travail de brouillage qu'ils font entre la dimension collective et la dimension individuelle. On convoque des scientifiques au nom de leur profession à prendre la parole sur des options métaphysiques qui leur est personnelle. Et donc il y a un dévoiement d'une déontologie quelque part. Hein. Là, cette profession qui ont fait ce qu'ils sont, ces hommes-là, eh bien, ils font comme si elle avait été, en quelque sorte, élaborée pour soutenir leur option métaphysique personnelle. Guillaume Lecointre, alors, il n'empêche qu'à l'échelle mondiale, on voit quand même, dans l'enseignement, une pénétration de plus en plus grande de ce créationnisme. Alors, en Italie, c'est Laetitia Moratti, qui était ministre de l'Éducation en février 2004, qui a exclu l'enseignement de l'évolution pour les petits Italiens, c'est quand même pas rien. En Grande-Bretagne, 40% des Anglais qui souhaitent qu'on enseigne le créationnisme. En Allemagne, en 2006, 2 écoles du Land de Hesse, une école publique et une école privée, qui enseignent le créationnisme et qui disent que c'est le créationnisme qui doit l'emporter sur la théorie de l'évolution, à tel point d'ailleurs que le Conseil de l'Europe s'est alarmé et qu'en juin 2007, le Conseil de l'Europe a dénoncé les dangers du créationnisme dans l'éducation. Vous, qui parfois avez des contacts avec les jeunes, vous avez l'impression que c'est la même chose en France ? En France, c'est pas tout à fait la même chose. Déjà, les cadres de l'enseignement français sont vigilants, je pense. Et vis-à-vis des petits ou enfin, au moins jusqu'à la moitié du collège, je suis plutôt optimiste. Quand vous expliquez à des élèves que lorsqu'ils posent une question qui est honnêtement une question qui attend une réponse rationnelle sur le monde réel. Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi il y a des vagues sur la mer ? Pourquoi je suis blond et pourquoi mon copain il est brun ? Si à chaque fois que vous posez une question, vous répondez c'est Dieu qui l'a fait, alors que la question résulte d'une soif de rationalité sur le monde réel, les élèves comprennent bien que c'est pas satisfaisant. La réponse Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait, c'est une réponse qui est propre à nous rassurer. C'est lorsque la fonction est de se rassurer. Mais c'est pas le boulot des sciences que de rassurer les gens. Dans un cours de sciences nat, il peut pas y avoir de créationnisme. Parce qu'on fait comme si on donnait une réponse à des élèves, comme si on cherchait à les rassurer, alors que la question de science qui fait sens, c'est la question de rationalisation du monde réel. Voyez. Donc on a une soif de connaissance en science, on donne des réponses pour étancher cette soif de connaissance. Les réponses qui consistent à nous rassurer n'ont rien à faire dans les sciences, et ni dans l'enseignement des sciences d'ailleurs. Guillaume Lecointre, il y a quand même une question, c'est que bêtement, je crois qu'on utilise parfois le mot croyance à toutes les sauces. Et on dit, croyez-vous à la théorie de l'évolution ? Alors, c'est une bêtise, parce qu'on ne croit pas à la théorie de l'évolution comme on croit à Dieu. En Dieu, éventuellement. C'est pas du tout pareil. C'est un acquis, justement, d'un processus extrêmement complexe, historique et collectif. Évidemment, il est évident que quand on dit « je crois en la théorie de l'évolution », il ne s'agit pas d'une foi, bien sûr. Il s'agit de penser que si on veut une explication rationnelle du monde réel, cette construction
qui est une théorie qui maximise la cohérence d'un grand nombre de faits, d'hypothèses et de modèles entre eux. Cette théorie, c'est ce que j'ai de plus puissant pour rendre compte de la diversité de la vie aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai des raisons de penser qu'elle est cohérente, car elle permet même de faire des prédictions sur des choses aussi compliquées que les êtres vivants. Donc les croyances, dans le sens, j'ai de bonnes raisons de penser que c'est ce qu'il y a de plus fiable pour aujourd'hui. Mais vous pouvez être croyant dans ce sens-là et rester sceptique. Et c'est ce que sont les scientifiques d'ailleurs. Nous ne cessons de remettre en cause ce que nos prédécesseurs ont trouvé à l'intérieur de cette construction théorique. Donc je distinguerai bien, comme vous le faites, une croyance au sens de foi, j'ai foi en, et une croyance au sens de c'est ce que j'ai de mieux pour l'instant. Si vous avez une meilleure théorie, je suis prêt à prendre, mais c'est en mesurant la cohérence de ces théories alternatives qu'on choisira l'une ou l'autre. Merci, M. Cointe. Merci.